Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut YouTube! Tu aimes les Toblerones? Aujourd'hui, on se fait un petit voyage nostalgique dans les années 1980, loin des super-héros pour se plonger dans de la BD de SF et dans un univers fantastique à travers la revue Epic, publiée chez Artima dans les années 83-84. Ah! Quoi, ça t'emmerde? Ouais, Et alors, tu vas faire quoi? J'avais déjà abordé avec générosité, une certaine passion contenue, les épiques 1, 2 et 3 dans les vidéos précédentes, C'était vraiment très intéressant. et fort logiquement, pour les plus cons d'entre vous, sachez qu'on va parler du 4e numéro aujourd'hui, comme ça, pour le fun, parce que vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé d'en parler. Alors oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, j'en ai conscience, mais même moi j'avais envie de faire cette vidéo, et du coup, j'en ai rien à foutre, et à midi, je vous préviens, je mange des crêpes. Oui, je sais, vous êtes en train de me dire que j'ai pris confiance. Alors je rappelle que la revue Epic est la réponse de la maison Marvel au début des années 80 au souffle nouveau que proposent les petites structures éditoriales et autres indépendants qui commencent à concurrencer les grosses majors en proposant autre chose que des super-héros. Epic Illustrated se met donc à la page et propose des récits courts, des histoires en peinture, avec une grande variété d'idées réalisées par des artistes novateurs qui plus est, avec un intéressement financier et la possibilité d'obtenir des droits d'auteur et des points de cosmos. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo un lundi férié, sache que ce vidéogramme augmente ton cosmos de 5 points. Et c'est bon le cosmos. Et donc Archie Conway lance la collection Epic Illustrated avec des auteurs capables de lancer des expériences narratives différentes de ce qu'on avait l'habitude de lire avec des artistes comme Jim Starlin, Craig Russell, John Buscema, Howard Chaykin, Richard Corben et autres, Ralph Macchio, John Bolton et j'en passe. Bref, ça sortait des super-héros et cela avait le même effet que de passer de la lecture de Sans Atout et le Cheval Fantôme à Salem de Stephen King. Ah oui, à l'époque, lire du Stephen King, c'était genre « Oh monsieur est un intellectuel !» Fin de la vanne. Pour nous en France, c'est Taredi qui s'occupe de l'édition de cette version française, et dès 1983, les lecteurs de super-héros découvrent de façon imbibée dans le falzar, mais surtout avec une grande curiosité, cette nouvelle série, placée bien haut dans les étagères des maisons de la presse, révélant des couvertures au parfum d'interdit qui laissent deviner des histoires probablement plus piquantes que ce qu'on avait l'habitude de lire, et dont les couvertures laissaient entrevoir la possibilité de voir des tétés et des zouzous, chose fascinante pour les jeunes adolescents que nous étions alors. Bah oui, faut pas se le cacher, il y avait souvent des jolies filles svelte et longiligne, avec un physique très bien organisé, et nous avions là la possibilité de perdre nos regards sur quelques sillons interféciés de grande qualité. Waouh! 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 Bien évidemment, à l'époque, je n'avais jamais pu mettre la main dessus, et j'avais la chance d'avoir un cousin plus âgé que moi, qui lui achetait ses revues, et que je pouvais mater en toute quiétude dans sa chambre, loin du regard inquisiteur des parents. Quelle belle anecdote, me direz-vous. En mai 1984, le 4e Epic sort avec cette belle couverture signée Neil Adams. Un souffle épique de science-fiction émane de cette couverture et promet un contenu du même acabit. D'ailleurs, il y a beaucoup trop d'informations sur cette couverture, je ne sais plus ce qu'il faut regarder. À l'intérieur, on commence avec un récit de 8 pages appelé Agonie stellaire, réalisé par Rick Veitch en 1980. Alors, c'est qui ce gars, me demanderez-vous, pour un peu que vous accordiez un intérêt poli à ma démonstration? Eh bien, c'est un artiste qui a travaillé chez DC Comics et qui est surtout connu pour avoir pris la suite d'Alan Moore au scénario de Swamp Things. Ici, il nous propose un récit de science-fiction avec des pages très colorées où on voit toute l'arrogance de l'humanité désireuse d'arracher l'intérieur plasmique du Soleil pour en utiliser l'énergie afin d'altérer les climats des planètes comme Jupiter ou Saturne pour les rendre habitables et les exploiter. Bref, pour faire de la terraformation, mais bon, s'attaquer au cœur même du Soleil n'est pas une très bonne idée comme le montre la fin du récit. Et ce n'est pas vraiment les autres planètes qui vont se faire terraformer l'océan. Puis l'Epic numéro 4 nous propose un récit de 6 pages écrit par Keiichi Shinobu, qui est l'un des premiers mangaka connus hors du Japon grâce à ses collaborations dans les magazines Heavy Metal, ou ici, pour ce qui nous intéresse, avec Epic Illustrated, en proposant le récit appelé Heart and Steel, qui est en fait l'un des premiers mangas publiés en anglais, et probablement aussi le premier manga créé spécifiquement pour le marché américain. Une anecdote au passage, c'était un lundi. Dans la version française, le récit est appelé Rêve d'acier, une histoire datant de 1981, une sorte de fable poétique
parlant d'un être d'acier venant voler les rêves d'une femme afin de devenir humain. Oui, je sais, dit comme ça paraît bizarre, mais le dénouement de l'histoire est assez sympa. Poursuivons notre délicieux voyage dans cet épique somptueux pour aborder Pierre Tombale de Michael Sands et de Bruce Jones datant de 1980 qui avait été publié dans l'Epic Illustrated numéro 3. Le côté noir et blanc et stylé retranscrit toute la froideur et l'absurdité de la mission de l'antagoniste de l'histoire. Parmi les deux auteurs de ce récit, il y a Bruce Jones qui est un scénariste de comics et un illustrateur que nous avons tous rencontrés à un moment ou à un autre à l'occasion de nos lectures de comics comme dans Venom, Conan ou encore Khazar avec Brent Anderson, sans oublier la série Hulk dans les années 2000. Je vous montre ça et ça doit vous parler, non? Oui. Et bah c'est lui. Puis l'Epic nous propose un récit de 10 pages d'Archie Goodwin et Robert Wakelin, publié en 1980 dans l'Epic Illustrated numéro 2, appelé Le choix de Tarn-et-Garonne. Ah non, on me dit dans l'oreille que c'est juste le choix de Tarn. C'est de l'heroic fantasy qui flirte avec le récit onirique, où le héros, Tarn, semble être le sauveur d'un monde ravagé par la violence d'un étranger sanguinaire. Le côté noir et blanc ajoute à un cachet sans avoir besoin d'aspirine. Oui, je sais, cette blague était pas ouf. Puis nous retrouvons l'une des sagas phares de la revue avec le 5e épisode de l'Odyssée de la Métamorphose de Jim Starlin, publié dans l'Epic Illustrated numéro 5 en 1980. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, car en fait, je ne comprends pas le projet. Et vous, ça vous interpelle ? Non, c'est pas la peine de me répondre les mecs, hein. Vous êtes en train de causer un écran là, hein. Je vous entends pas. Nous y retrouvons également la conclusion de l'autre saga de la revue, avec les aventures d'Almuric, de Roy Thomas, vous savez le héros de Howard, qui ici prend forme sous les pinceaux de Tim Conrad. Je vous conseille la lecture de ces aventures si vous ne connaissez pas, c'est très sympa. L'œuvre se termine en fanfare dans une bataille épique et collégramme. Puis on revient à la simplicité et au trait épuré avec l'œuvre de Trina Robbins, appelée en fait, j'arrive pas à le prononcer, mais bon, ça parle de la fin d'un puissant pharaon, dans un style que j'aime pas du tout. Franchement, c'est pas ouf, et même je dirais que c'est assez déceptif. Oui, j'ose le néologisme qui n'est plus dans un degré d'acceptabilité pour les fins comparateurs zélés de sémantique que vous êtes. Puis nous avons le droit à une nouvelle de 5 pages de Tim Conrad appelée Le Dernier Centaure, publié dans l'Epic Illustrated numéro 9 en 1981. Personnellement, j'adore ce style de nouvelle illustrée parce que c'est beau et ça flatte la rétine. D'ailleurs, la couverture originale de l'Epic Illustrated ne s'y est pas trompée en utilisant cette magnifique illustration qui met vraiment le kiki tout dur. Je me rends compte que j'ai mis beaucoup d'émotions dans la voix alors que je me branle totalement de ce que je suis en train de vous raconter. Et en fait, c'est là que nous voyons qu'Epic Illustrated était un laboratoire qui nous offrait à boire et à manger, et selon les goûts, on y trouvait autant des pépites que des déchets. C'est d'ailleurs la caractéristique des anthologies. Bah oui, je parle d'anthologie, parce que si c'est pas une anthologie qu'on a là, c'est quoi? Un verbe irrégulier peut-être? Mais au moins, en tant que jeune lecteur, nous avions un bon aperçu de la diversité de la BD américaine. Et c'est sur cette conclusion pas ouf que je vais rendre l'antenne à Cognac G. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir les 3 autres vidéos que j'ai consacrées à cette anthologie épique afin de vous faire votre propre avis sur la question. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo d'une simplicité désarmante, et même si ce vidéogramme est court, il m'a fait tellement plaisir que j'ai envie de vous jeter du Toblerone à la gueule, hein, comme ça, juste pour le fun. Bon allez stop. Robert. Ça suffit là, stop, attends. Laisse pause blow et mettez dans les commentaires votre propre ressenti ou expérience avec cette revue. Ne soyez pas gênés de parler de cette enfance boutonneuse et détumescente, car nul n'a le droit de vous juger. Ceci était un communiqué du Comité international des gens qui lisent des revues olé olé. Si vous avez besoin d'aide, envoyez honte au cul au 8 200 200. J'ai surtout envie d'avoir votre ressenti d'aujourd'hui avec le recul, parce que c'est pas parce que tu as 68 ans qu'il ne faut pas penser aux zizi ma gueule. Enfin... Alors ne sois pas timide, petit bonhomme, et exprime-toi. N'achetez pas chinois, car c'est de la merde. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos velues. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À bientôt les geeks.